Avant d'écouter votre épisode, je me permets de vous parler de quelque chose. En septembre, je lance officiellement mon studio créatif pour aider les indépendants et les entreprises à créer leur contenu et plus précisément leur podcast. En ce sens, si ce projet est dans un coin de votre tête, j'aurai besoin de 5 minutes de votre temps pour répondre à mon enquête qui se trouve dans les notes de l'épisode. Merci infiniment par avance. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie aujourd'hui de montrer une autre image de Dubaï, celle des Français qui entreprennent. Avec l'exposition universelle 2020 ou encore le musée du futur dont l'accent est mis sur l'innovation autour des défis du changement climatique, j'ai le pressentiment que Dubaï a encore de belles années devant elle. Et grâce à mes invités, j'ai envie de vous donner les clés pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également fondatrice du podcast L'Aléa sur la prise de risque. Si vous souhaitez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast, à me suivre sur Instagram à Hello from Paris ou Histoire de Dubaï, ou encore à lire les articles du média Dubaï Madame. Enfin, si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et le commenter. Aujourd'hui, je suis avec Loï Saï, directeur artistique dans la publicité et youtubeur. Salut Laura. Salut Loï, Comment je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Ça va très bien et toi ? Très bien. Ultra excité de cette rencontre parce qu'on l'a planifiée pendant des mois. Avant le Covid Et nous voici finalement Exactement. Posés. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu particulier puisque je te reçois sur mon podcast Histoire de Dubaï, sur les francophones à Dubaï, mais on est également sur ton podcast. Donc tout d'abord, pour mes auditeurs, et puis c'est l'occasion aussi pour tes auditeurs de te redécouvrir. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, Jean-Marc, 34 ans. Alors, je m'appelle Loï Saï. Je suis directeur artistique dans la publicité. J'ai travaillé dans plusieurs business différents avant de débarquer sur les réseaux sociaux. Par accident, je postais des vidéos drôles dans ma voiture en allant au travail, aux alentours de 2015, je dirais, ici à Dubaï. Ces vidéos-là étaient en arabe. Et du jour au lendemain, je découvre une audience énorme sur Snapchat, puis sur Instagram. Et puis j'ai transitionné vers YouTube où c'est devenu vraiment une carrière pour moi pendant plusieurs années jusqu'à aujourd'hui. Et donc mon business principal, c'est ma chaîne arabe où j'ai plus de 2 millions d'abonnés et 300 millions de vues et plus encore, j'espère. Et par passion, j'ai ouvert une chaîne francophone où j'ai testé un peu différents formats dans les vlogs, les vidéos un peu comédie et j'ai posté quelques podcasts récemment et je suis tombé amoureux de l'idée de rencontrer des francophones à Dubaï et de découvrir leurs histoires. Un peu comme toi, mais aujourd'hui tu découvres la mienne. Exactement. Voilà. Et justement, on va revenir sur tous ces points que tu as évoqués. Mais juste avant, j'aimerais savoir, puisque je m'intéresse beaucoup à ces nouveaux arrivés à Dubaï de plus en plus ces dernières années. Toi, dans quel contexte et quand tu es arrivé à Dubaï finalement ? Déjà, ils sont arrivés tous après moi. Moi, donc j'étais en Belgique. Je venais de finir mon haute école de publicité, Saint-Luc, Bruxelles. Et j'ai trouvé un travail. J'ai pas trouvé un travail, c'est le travail qui m'a trouvé. Ils ont été à mon haute école et ils ont demandé d'avoir le meilleur étudiant de la Réto de la dernière année, et c'était moi. Et donc directement, je me suis retrouvé à travailler alors que je voulais prendre mes vacances, je voulais un peu découvrir, etc. Et ça s'est passé très vite. Et j'ai travaillé 1 an, 2 ans dans la publicité. Et en fait, la routine s'est très vite installée.
Et je me plaisais pas trop dans ce que je faisais. C'était pas assez créatif pour moi. C'était pas assez international. Et j'ai toujours eu cet esprit business. J'ai besoin de me poser et de faire du business. Et dans la direction artistique, il y a pas vraiment de business. Tu es soit employé et tu crées des projets pour des sociétés, des marques, etc. Ou alors tu crées ta propre agence de pub. Et là, je reçois un coup de fil de mon papa qui était déjà à Dubaï, qui est joaillier depuis l'âge de 11 ans, je pense, et qui avait des magasins en Europe, et il a tout fermé, et il est venu s'installer à Dubaï parce que c'est beaucoup plus safe, beaucoup plus, on va dire, stable pour un joaillier de travailler ici. Et donc ce coup de fil, Loïs, j'ai besoin de toi. Je suis en train d'agrandir le business et j'ai besoin de toi et de toute la famille. J'ai dit bingo. Moi, je me plaisais pas trop en Belgique. Donc, sur un coup de tête, vraiment, je débarque à Dubaï. Je ne connais rien. J'avais visité 1 ou 2 fois. Mais j'avais visité en 2006, 2008. Il y avait pas grand chose. Ouais. Il y avait des rats. Il y avait Dera City Center, il y avait Dubai Mall n'existait pas, la Marina existait un tout petit peu, quelques buildings, ça commençait. Mais quand j'ai débarqué, ils m'ont vu, ils se sont dit non, on doit vraiment développer pour Loïc. Et en fait, voilà, donc j'arrive en 2012. Pas d'amis, pas de cercle social. C'était boulot parce qu'on montait le projet avec mon père. Et j'avais vécu un peu l'ancien Dubaï, le Dubaï très brut, le Dubaï business, tu vois. C'était pas DIFC, downtown, c'était pas fancy, tu vois. C'était vraiment boulot. Et c'était pas facile au début parce que tu viens quand même d'un milieu, on va dire d'un cercle européen, d'un esprit européen. Et tu débarques dans un quartier très arabe. Dera, c'est très arabe. Et tu dois un peu changer ta mentalité. Exactement. Et changer ta mentalité veut parfois aussi dire sacrifier un peu le savoir que tu as, sacrifier parfois le niveau d'éducation que tu as, l'étiquette que tu as, pour un peu comment on dit, fondre dans la masse, dans la foule. Fondre dans la masse. Ah, j'ai bien, ouais. J'aurais pas dû demander. Et voilà, et en fait, je voyais mes amis qui débarquaient à Dubaï et eux commençaient à être engagés dans des sociétés du côté justement fancy de Dubaï, et je voyais leur vie et je me disais waouh, c'est quand même pas mal, tu vois. Ils sont costard cravate tous les jours, ils sont à DIFC dans des quartiers branchés, ils connaissent des gens intéressants, et c'est vrai que j'aspirais beaucoup à ce lifestyle, et je saute des étapes, mais les réseaux sociaux m'ont permis à accéder à cette deuxième partie de Dubaï, donc le nouveau Dubaï, que tout le monde connaît, en fait. Aujourd'hui, le Dubaï que moi j'ai connu, très peu de gens connaissent, mais c'est une très bonne base pour commencer. Mais ce que tu dis sur l'intégration, je trouve ça très vrai. Enfin, moi, ça fait 1 an que je suis à Dubaï, et c'est ce que je dis toujours. Enfin, faut vraiment poser son cerveau, oublier tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a vécu, tous nos repères, et vraiment arriver vraiment nouveau-né à Dubaï et s'imprégner de tout ce que la ville a à nous offrir, mais c'est pas facile. Faut vraiment oublier tout ce qu'on a connu avant. Aujourd'hui, toi, si je reprends ta bio, ta description Instagram et ce que je peux voir de toi, tu es acteur, réalisateur, youtubeur, créateur de l'agence créative Saï Media. Tu parles également 5 langues. Moi, je me demande à quel moment tu dors, en fait, finalement. Je deviens chef aussi. Je suis en train d'apprendre à cuisiner. Wow. Non, mais tout ça semble compliqué, mais je pense pas. J'y pense pas vraiment. Mais je prends tout ce qui m'intéresse. Et je pense que c'est pour ça que je fais plein de choses. Je suis très passionné par tout ce qui est artistique, et tout ce que tu as dit est englobé par l'art, le monde de l'art. Saï Media, c'est une boîte de prod, mais aussi une agence de pub, donc aussi on est toujours dans la créa. Acteur, réalisateur, oui, c'est toutes les choses en fait qui sont venues à moi. J'ai pas été les chercher en fait. Les langues, parce que voilà, je suis d'origine irakienne, j'ai grandi en Tunisie, donc mon enfance était en arabe, puis j'ai transitionné en Belgique pendant 12 ans, donc français.
J'arrive ici, l'anglais. Ah, j'oublie, en Belgique, on parle aussi néerlandais, donc c'est de là la 5e langue. Et donc, toutes ces histoires-là sont venues à moi, un peu comme Slumdog Millionnaire, quand tu vois le film où en fait toutes ces réponses, il a pas été les chercher. Et mais parfois c'est difficile de savoir ce que tu es. Parfois les gens me demandent ce que je fais et je me sens un peu perdu parce qu'en disant toutes ces choses-là, les gens ont l'impression que tu sais pas ce que tu veux dans ta vie. Pourtant, j'aime toutes ces choses-là. J'aime bien jouer dans des comédies. J'aime beaucoup réaliser des publicités, des documentaires. J'adore mon YouTube. C'est quelque chose qui m'inspire tous les jours. Et ma boîte de prod, ça aussi rajoute l'aspect business qui m'a toujours manqué à l'époque. Donc voilà, je suis un peu tout ça. Après, mes journées peuvent être très remplies. Parfois, je mets beaucoup de pression sur moi-même et parfois je fais rien. Non, mais pour moi c'est très lié en fait, et c'est vrai que je me suis pas du tout posé la question que tu savais pas ce que tu voulais faire. Au contraire, tout a un lien. C'est la création tout simplement, et c'est ta raison d'être en fait. Et on peut être slasher et tout a un lien en fait finalement. Ouais. Il y en a qui sont profs de yoga et décorateurs d'intérieur, et en fait finalement c'est un lien. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, non, je me suis pas du tout posé la question. C'est vrai que si j'étais réalisateur et comptable, ça aurait été bizarre, mais c'est vrai qu'on est toujours dans la créa. Aujourd'hui, toi, je t'ai connu via YouTube, et je pense que c'est vraiment le canal, le réseau sur lequel les gens te découvrent. Tu as plus de 2 millions d'abonnés sur ta chaîne principale et plus d'1 million de personnes qui te suivent sur Instagram. Comment l'aventure YouTube a commencé? Donc, tu disais que tu avais posté des petites vidéos, mais est-ce que tu peux nous raconter tes débuts, sur YouTube, vraiment ce qui t'a donné envie d'investir ce média plus qu'un autre, par exemple? Ouais, bien sûr. En fait, YouTube, tu dois avoir regardé beaucoup de vidéos sur YouTube avant de devenir YouTubeur. Et je pense qu'inconsciemment, j'étais prêt avant de commencer, de par tout ce que j'ai groupé, de par toutes les analyses que j'ai faites depuis des années sur YouTube, mais inconsciemment. Moi, j'étais plutôt présent sur Snapchat. Et comme je t'ai dit, je postais des vidéos quotidiennement, des choses drôles, la façon dont je voyais la vie, les gens, leurs réactions, etc. C'était nouveau à cette époque-là, en 2015-2016. Et un jour, je reçois un message d'une fille qui habitait en Irak. Et en fait, elle me disait que son rêve, c'était de vivre à Dubaï et de voir Dubaï. Et je lui dis, bah viens. Et elle me dit qu'en fait, elle est atteinte du cancer et à un stade très avancé. très très avancé. Et qu'en fait, elle était au lit et tout ce qu'elle voyait, c'était mes vidéos. Et elle était ultra fan de moi. Et je vois ce message et ça me trouble en fait. Et je me dis, cette fille, elle avait 16 ans. Et son rêve, c'était de voir Dubaï. Et pourquoi ce serait un rêve de voir Dubaï, tu vois? Donc la première chose que j'ai fait, sans même réfléchir, j'ai été acheter une caméra et j'ai en fait posté mon premier vlog sur YouTube. C'était ça l'histoire. Et cette vidéo, c'est moi en train de me balader à Dubaï, donc de l'ancien Dubaï vers le nouveau Dubaï, en train de montrer les endroits, rigoler, rencontrer les gens, etc. Et à la fin, il y avait une dédicace pour cette fille qui s'appelait Zahra. Et c'est elle qui m'a vraiment poussé à poster des vlogs tous les jours. Elle ne fait plus partie de ce monde. Malheureusement, mais on a eu une très belle connexion et j'ai été vraiment attaché à cette personne, même si je l'ai jamais vue. Et je pense que c'est grâce à elle que j'ai commencé une carrière qui a eu un feu immense, très difficile à éteindre, tu vois. Parfois, tu commences un projet pour l'argent ou pour la célébrité mais quand tu commences avec un message qui est vraiment plus profond que ces choses-là, tu peux continuer beaucoup plus longtemps. Et parfois, quand tu sais plus pourquoi tu fais ça, tu peux très vite t'en rappeler. Ouais, et ça, très peu de gens le savent. Et ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Et j'ai fait un documentaire là-dessus qui s'appelle Places. D'accord. Et qui explique un peu cette histoire-là. Moi, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode de mon podcast. C'est sous-titré en anglais, donc. D'accord. Voilà. Ouais, super. On partagera cette belle histoire. Aujourd'hui, justement, sur ta chaîne, on retrouve des vidéos
Très très variés, sur des sujets très variés. On voit tes amis, ta famille, tes voyages. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait selon toi les secrets de ta réussite? Donc on a senti vraiment ton côté sincère dans tout ce que tu fais. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous écoutent, qui aimeraient percer sur YouTube et qui veulent connaître les secrets. Toi, pour toi, c'est quoi qui a fait vraiment ton... Moi, donc il y a... Si on oublie la passion, le talent, le savoir-faire du storytelling, la créativité en gros, il y a aussi beaucoup de chance. Dans toute histoire avec du succès, il y a beaucoup de chance, dans le sens où j'ai commencé à une époque où il y avait pas de youtubeurs arabes qui faisaient des vlogs. J'étais le premier ou le deuxième dans le monde arabe, donc c'était quelque chose de nouveau pour la région. C'était il y a combien de temps? 2015. 2015. Donc il y a 6 ans maintenant. Ouf, on grandit vite. Et donc le bon moment, ça a beaucoup aidé. Et je pense le fait d'avoir une famille et des amis aussi cool et aussi différentes de ce que les gens connaissent ici, parce que toute ma famille et tous mes amis sont irakiens mais qui ont vécu en Europe. Donc c'était nouveau pour tous les Arabes de la région de voir une famille arabe moderne. Et ça a inspiré beaucoup de gens. Et les gens attendaient de voir qu'est-ce que ce groupe va faire aujourd'hui. Et c'était des daily vlogs, donc c'était quasi un documentaire. Et je pense beaucoup l'humour. L'humour a aidé beaucoup aussi. Je pense que l'humour marche très très bien sur les réseaux sociaux. Et n'arrêtera jamais à divertir les gens. C'est vrai. C'est pas donné à tout le monde d'être drôle. Ouais. Mais parfois même les drôles ne sont pas drôles, donc on se croit drôle. Ouais, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu génères des revenus sur YouTube? Très peu parce que mon audience elle vient du Moyen-Orient, et le Moyen-Orient n'ont pas encore cette culture de payer donc de mettre des publicités sur YouTube comme la France ou les États-Unis, où toutes les marques elles ont un budget énorme sur YouTube. Donc ce que je fais ici c'est vraiment très minime. Je ne calcule même pas ce que je fais sur YouTube. Je dépends plutôt des marques. D'accord. Et des placements de produits. Ok. Aujourd'hui, alors moi, ça fait 1 an que je suis là, mais ce que j'ai pu constater, c'est que le marché de l'influence, il est très spécifique à Dubaï. Je pense majoritairement dans les Émirats. Il y a beaucoup dans l'univers du make-up artiste qui marche pas mal. On se retrouve pas forcément en France, en Europe. Il y a beaucoup de Libanais aussi qui prennent le marché. Toi, que sais-tu finalement sur ce marché de l'influence à Dubaï? Le marché de l'influence, j'en sais pas mal parce que quand j'ai commencé, il n'existait pas et je l'ai vu grandir avec moi. Et j'ai vu des agences naître et toutes les agences, chaque agence qui ouvrait, la première personne avec qui il parlait, c'était moi parce que j'étais le plus grand YouTuber à cette époque-là et je connaissais surtout tous les influenceurs, donc j'étais un peu le point en commun dans ce milieu-là et j'étais vraiment passionné, et je le suis encore, de l'aspect business de l'influence ici. Après maintenant, c'est out of the control. C'est énormément d'influenceurs, énormément d'agences. Je n'arrive plus à suivre. Ce que je pense, c'est que on a la chance d'être dans un hub financier qui a énormément de budget. Et en fait, Dubaï n'est pas juste en train de distribuer des budgets pour Dubaï, mais pour toute la région. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre la France et les Émirats, c'est que ici, quand tu fais du contenu en arabe, tu le fais pas juste pour Dubaï, tu le fais pour toute la région. Tandis qu'en France, tu le fais juste pour la France, pas pour toute l'Europe. Et là est toute la différence. Ouais, c'est qu'ici, il y a beaucoup de pays. Et en fait, tous ces pays-là, les HQ, les QG de leur société se trouvent à Dubaï. Pourquoi? Parce que c'est safe, c'est un hub financier, etc. Donc aujourd'hui, si tu as une marque qui veut faire de la pub pour un produit au Maroc ou en Irak ou au Liban, leur bureau est à Dubaï. Donc moi, j'ai eu la chance d'être à Dubaï et j'ai pu travailler sur plusieurs campagnes publicitaires pour plusieurs différentes audiences, pays différents. Et je pense moi, j'ai senti qu'il y avait plus de demandes que d'offres de par les marques. Donc ça a généré des gens qui n'ont
qui n'avaient pas l'intention de devenir influenceurs, qui sont devenus influenceurs juste parce qu'ils voyaient l'aspect business. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs, il y a beaucoup de gens qui se lancent. C'est bien sûr beaucoup plus difficile qu'avant, mais je vois qu'il y a de plus en plus de budget aussi. Et je connais des influenceurs, des youtubeurs français, et quand je leur dis un peu comment les collabs fonctionnent ici et les prix, etc., ils deviennent fous parce qu'on est à du 30-40% mieux payé ici que là-bas et sans impôts, bien sûr. Et quels sont les types de profils qui se démarquent, pardon? Est-ce que c'est la beauté? Est-ce que c'est déjà bon, les femmes, bien sûr, elles ont beaucoup plus de possibilités et de revenus de par les marques de beauté. Et elles sont beaucoup plus suivies que les hommes. Donc oui, je dirais tout ce qui est make-up, parfum, skincare. Skincare récemment beaucoup plus que le make-up. Le make-up, on voit que dans les tendances, il est en train de tomber un peu. Et dans la région, les femmes font de plus en plus attention aux soins du visage plus que à la beauté. Et moi, je pense que pour ce qui cartonne vraiment maintenant, c'est les couples. Parce que les couples, en fait, les marques adorent parce qu'ils peuvent double relais. Voilà, on peut parler de Mercedes, de Pampers, de Lancôme, de tout dans la même vidéo. Et je pense que le jackpot, ça a été les quelques couples qui ont démarré il y a quelques années et qui maintenant ils sont impossibles à stopper. C'est drôle parce que je suis en train de lancer un podcast sur le couple. Ah ouais, sur le couple ou avec ton mari? Non, sur le couple. Sur le couple, ouais. Et tu songerais pas à avoir ton mari Mon mari, il est anti-réseaux sociaux. Ah, anti-réseaux sociaux. Ok. Je comprends. Mais c'est aussi ça, c'est un piège en fait. Si tu veux faire vraiment du business, moi je sais exactement comment je peux faire des millions de vues et d'euros. Mais il faut avoir la conscience et il faut avoir tu vois, je vais pas juste exposer par exemple ma copine ou ma femme juste pour des vues et juste pour de l'argent parce que c'est vraiment malsain. Bien sûr. Et il y a des gens qui mettent même leurs bébés et leurs enfants en avant pour de l'argent. Moi je connais des influenceuses qui donc elles élèvent leur prix par rapport à combien d'enfants il y a dans la vidéo. Parce qu'elles ont 2-3 gosses. Et ça je trouve que c'est un peu on s'éloigne un peu de l'esprit divertissement, YouTube, etc. Et puis c'est un long débat, ça, de mettre en avant ses enfants. Après, je juge pas du tout ceux qui le font, mais après, c'est vrai que plus tard, les autorisations, c'est vraiment, c'est un long débat. Aujourd'hui, donc, toi, après 829 vidéos sur ta chaîne, sur ta chaîne arabe, comment trouves-tu l'inspiration? Avant, à l'époque, quand j'étais vlogueur quotidien pendant 1 an, je cherchais pas d'inspiration en fait. Elle me venait comme ça parce que voilà, il y avait le coup de pression. Je venais de finir le montage du vlog d'hier, je le poste et je dois commencer à filmer aujourd'hui pour poster demain. Donc t'as vraiment pas le temps de préparer. Donc tu en fait tout ce que t'as emmagasiné dans ta vie, tu le lâches pendant 1 an dans les daily vlogs. Et après, tu fais un burn-out pendant 2-3 ans, ce qui m'est arrivé aussi. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu t'es vraiment vidé de l'intérieur, parce que t'as tellement parlé, t'as tellement raconté, t'as tout essayé. Moi, j'ai fait un cooking show, j'ai fait de la comédie, j'ai fait de l'expérimental, des vlogs, des documentaires. J'ai vraiment, même du make-up, j'ai sur ma chaîne. Donc j'ai essayé de tout essayer. Et aujourd'hui, l'inspiration, elle est liée aussi à ce qui marche sur YouTube. Donc on dépend beaucoup de l'algorithme, de ce que les gens recherchent. Et ça, c'est aussi un piège et ça me freine un peu parce que j'aime faire ce que moi j'aime et quand je fais ce qui marche, les pranks, les challenges, etc., je sens que c'est pas vraiment moi, mais je dois le faire pour le business. Et l'inspiration, je la retrouve dans les comédies stand-up, dans le YouTube francophone parfois. J'aime bien innover ici dans la région, donc je cherche un peu ce qui se passe ailleurs.
Parfois, je regarde des vidéos même coréennes. Je comprends rien, mais ça m'inspire. Mais je pense que quand tu es créative, tu l'es à vie. C'est quelque chose qui ne change pas. Et j'ai une question qui me vient. Est-ce que Dubaï, tu la trouves inspirante? Est-ce que tu trouves que c'est une ville que tu trouves inspirante ou tu trouves l'inspiration? Dubaï, quand il s'agit du business, elle est très inspirante. C'est-à-dire que quand tu te poses sur un fauteuil, tu sais qu'il y a énormément de gens qui sont en train de faire des business et que tu dois bouger, tu peux pas rester assise. Et c'est inspirant, c'est motivant, etc. pour te développer en tant que personne, en tant que business. Mais je pense artistiquement, l'Europe, c'est beaucoup plus inspirant. Niveau créa, tu as des mentalités là-bas t'as des conversations en Europe que tu peux rarement avoir ici. Ça commence maintenant de par les gens qui sont en train d'arriver, mais je pense que les vrais créatifs, les têtes chercheuses, elles sont vraiment, de ce que j'ai vu à Paris, à Bruxelles, à Londres, voilà. Aujourd'hui, donc, on le disait au départ, tu es acteur, réalisateur et créateur de l'agence Saï Media. C'est une petite question. Comment es-tu tombé dans l'univers de l'acting, en fait? En fait, vu que j'ai démarré le YouTube donc j'ai fait de la comédie, j'ai écrit des sketchs et je les ai tournés, je les ai filmés, j'ai joué dedans. C'est ce qui a fait que les gens m'ont suivi, donc ça m'a un peu donné de la force à y croire et à développer ce talent-là. Et je pense que c'est quelque chose qui est naturel et que je force pas, donc j'ai beaucoup aimé ça et je suis en train de le développer encore et encore. Et j'ai fait récemment ma propre série. Web série? Ouais, web série, ouais. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que cette fois-ci, c'était plus ma caméra que je tenais avec ma main. C'était une équipe de 30-40 personnes autour de moi, avec un réalisateur qui est venu d'Italie, une productrice de Londres, l'écrivain de l'Australie, et j'ai co-écrit le show. C'est Saï Media qui l'a fait. J'étais rôle principal là-dedans. Donc c'était vraiment le projet qui a regroupé tout ce qu'on fait. Et est-ce que tu as un agent, toi? J'ai pas d'agent. Pas du tout. Pas d'agent. C'est moi. C'est un one-man show depuis des années, mais parfois c'est vrai que c'est mieux d'avoir un agent. Et pourquoi et comment as-tu décidé de créer Saï Media? C'est venu comment, cette idée? En fait, quand j'ai collaboré avec des marques et que j'ai produit des vidéos sponsorisées pour eux sur ma chaîne, ils ont vu la qualité de travail, la production qu'il y a derrière, etc. Et certains d'entre eux sont venus me voir en disant est-ce que vous pourriez produire des vidéos juste pour nous sans que ces vidéos-là soient sur votre chaîne ou que et c'est là que l'idée est venue en fait. Il y avait une demande pour à l'époque c'était soit des grosses boîtes de prod qui produisaient pour la télévision, donc on parlait de centaines de milliers d'euros pour une vidéo, où il y avait rien en fait, il y avait pas d'autre choix. Quand une marque voulait faire une vidéo, il y avait pas le choix, c'était juste les grosses boîtes de production, parce que à l'époque il y avait pas de digital marketing, il y avait pas de contenu pour les marques sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc c'est là où nous on est arrivé aussi, on était les premiers à taper dans ce marché-là, où en fait non, on peut faire des vidéos à des dizaines de milliers d'euros au lieu de centaines de milliers d'euros. Et après, bouche à oreille. Et aussi sur ma chaîne YouTube, je faisais exprès de montrer les behind the scenes de nos autres projets. Donc ça attirait plus de marques. Et voilà, je pense que ça s'est créé automatiquement. Et vous êtes combien aujourd'hui? T'as une équipe? Non, c'est moi et mon frère. Okay. Donc two-man show, mais on bien sûr pour chaque projet, on a des équipes freelancers qu'on amène avec nous, dépendant des projets. Et pour qu'on rentre un petit peu dans ton quotidien, c'est quoi une journée type de Loïc? Une journée type, je me lève à 7h30 du matin, je promène mon chien, je fais mon café, je lis pendant 15 minutes, 30 minutes. Et puis je démarre avec les tâches créatives. Donc si j'ai des concepts à écrire, je fais ça quand j'ai l'esprit frais, avant d'avoir ouvert mes emails, avant d'avoir lu les actualités. J'écris beaucoup, j'aime beaucoup écrire.
des concepts, des idées, et j'écris sur un notepad avec un stylo à l'ancienne. J'aime pas trop les claviers. Et là, il est plus ou moins 11h du matin. Je me fais mon petit déj. J'adore cuisiner. Là récemment, j'ai découvert ça. C'est vraiment fabuleux. Le confinement, ça. Ouais, confinement. Ouais, le confinement. Et puis je dirais que après, je vais commencer à prendre des meetings. Je préfère prendre les meetings sur Zoom. Honnêtement, le résultat est le même. Sauf que au lieu de prendre 30 minutes pour aller, 30 minutes pour revenir, voilà, c'est 1 heure où tu peux taffer sur quelque chose d'autre. Après ces quelques meetings, soit je tourne des vidéos, parce que voilà, c'est mon job. Donc, soit je filme un podcast, soit c'est une vidéo YouTube, soit on a un tournage pour un client. Et puis je reviens et tout ce qui est montage, email, etc., je laisse ça à la fin de la journée parce que c'est plus technique. Et ça ne requiert pas trop mon esprit parce que vraiment mon cerveau c'est mon outil de travail et si je le fatigue, j'arrive plus à être créatif, j'arrive plus à être inspiré. Et voilà, à la fin je passe quelques coups de fil, j'appelle des potes, des amis ou je les vois, parfois Netflix, parfois YouTube, parfois une chicha. Voilà une journée type c'est une journée que j'ai vécue hier, je pense. Voilà, donc ouais, c'est intéressant. Et justement, tu parlais des podcasts. Tu as créé une nouvelle chaîne YouTube podcast qui s'appelle French Lowy. Oui. Pourquoi cette nouvelle envie? Pourquoi cette nouvelle envie? Parce que je commençais justement pour rattacher un peu au début de la conversation quand je te disais que j'ai sacrifié beaucoup de mon identité francophone quand je suis arrivé ici. Et je m'en suis beaucoup voulu parce que c'est pour moi ce côté francophone, la culture française, c'est l'une des plus belles choses qui m'est arrivée et je veux pas la perdre. Et donc je me suis dit voilà, je vais ouvrir une chaîne francophone et faire naître une petite bulle, même si on est quelques centaines, quelques milliers de personnes sur cette chaîne, ça me motive à me rappeler qui je suis entièrement et pas que mon côté arabe. Et franchement, je suis vraiment ultra heureux. Parce que les commentaires que je lis, ça me fait sentir qu'en fait je suis, comment dire, I still belong to, comment on dit ça? Tu appartiens. Oui, j'appartiens encore à ce monde-là, à cette communauté-là, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle représente. Et franchement, mes followers sur ma chaîne française, c'est des amours, c'est vraiment des gens ultra intéressants, cultivés, intelligents, et ils me permettent de faire des choses que je ne fais pas sur ma chaîne arabe, où on peut plus se poser, avoir des conversations plus deep, plus profondes. Et voilà, c'est ça, c'est de là où l'envie est venue. Et que ce soit dans ce podcast ou dans l'absolu, si tu pouvais me parler d'une rencontre qui t'a marqué. Dans ma vie que ce soit sur ce podcast ou dans ta vie, qui a pu te faire avancer, qui a pu te... Je dirais Laura. Une rencontre qui m'a... Bon, il y a une rencontre, si on parle de ma chaîne française, la rencontre vraiment phare, c'était Amel Talks, parce que c'est elle qui m'a vraiment donné beaucoup d'espoir, de motivation et aussi de push. Tu sais que quand tu es sur YouTube et que tu collabores avec d'autres YouTubeurs, c'est vraiment ce qui te fait grossir ta chaîne. Et Amel n'a vraiment pas arrêté de m'avoir sur sa chaîne et d'apparaître sur la mienne. Ça a beaucoup aidé la chaîne à grandir, mais aussi à me motiver personnellement. Donc ça, c'est pour ma chaîne française et on la salue vraiment, Amel. Oui. C'est vraiment une personne formidable. Après, des personnes intéressantes qui changent ta vie, on en rencontre très peu. Il y a une écrivain irakienne qui s'appelle Shahad Al-Rawi, qui a un livre très connu, qui a reçu des prix internationaux, qui s'appelle Baghdad Clock. Et elle, c'est vraiment la personne qui m'a en fait fait réaliser que j'avais un talent. Parce que même après toutes les vues, tous les likes, tous les followers que j'avais, je ne savais pas en fait que c'était
un talent. Je le faisais parce que je pensais que j'étais juste chanceux en fait. Elle m'a vraiment fait réaliser tous les outils que j'avais. Elle m'a fait lire de la philosophie. Elle m'a fait donc c'est vraiment une personne qui a changé un peu ma vision des choses, mais qui m'a appris aussi à rester humble et avoir les pieds sur terre. Mais je pense que des rencontres, on en a une dizaine qui quand tu les groupes tout ensemble, tu vois que ça te change. Tout à fait. C'est quoi tes projets? Mes projets, donc cette année-ci, je me concentre full sur Saï Media parce qu'on a un grand potentiel et on a un peu freiné la cadence les deux dernières années parce qu'on était plus concentré sur les réseaux, sur mes réseaux sociaux et sur d'autres projets. Mais je pense que l'aspect artistique, produire des vidéos pour des marques de luxe, pour des parfums, etc. Ça, c'est des choses qui m'inspirent. Et aussi, on produit des podcasts pour des sociétés. Donc voilà, on a l'aspect technique, on a l'aspect artistique, et c'est vraiment ça mon projet ultra important pour cette année-ci. Et mes réseaux sociaux, bien sûr, ça continue. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Ça, c'est devenu vraiment ma routine. Donc je le mets même pas dans mes projets parce que c'est ma vie quotidienne. On suivra tout ça. Je vais juste finir par des petites questions sur Dubaï que j'aime bien poser. Si tu pouvais me citer un souvenir marquant à Dubaï. Un souvenir marquant à Dubaï, c'est, je pense que c'est le plus grand souvenir. Bon, pour moi, ça, c'est quelque chose d'ultra important pour moi. Quand tu vis ici, en fait, tu te rends compte à quel point tu es dans une ville qui a un succès énorme grâce à son gouvernement. C'est là que tu commences un peu à comparer en fait. Ah ouais, ils ont vraiment fait du bon travail pour avoir une ville ultra safe, ultra moderne, ultra avec un melting pot énorme. Et tu commences de plus en plus, jour après jour, à respecter le gouvernement, à respecter vraiment les dirigeants qui prennent des décisions en fait tellement avant-gardistes que tu te dis waouh, c'est vraiment énorme. Et donc mon plus grand souvenir, c'est le jour où j'ai rencontré Sheikh Mohammed, donc le rouleur donc le dirigeant, je sais pas comment on dit ça en français. Dirigeant. On peut dire le maire, non, c'est plus que maire, moins que président, mais voilà, de Dubaï. Et c'est un personnage historique parce que c'est vraiment cette personne-là qui a assisté à la fondation des Émirats en tant que pays. Et c'est lui qui a vraiment poussé. Il est derrière tous les grands projets de Dubaï, Burj Khalifa, Expo 2020, tout ce que tu vois à Dubaï, c'est vraiment lui, sa vision. Et le jour où je lui ai serré la main, j'ai vraiment, en fait, c'était un petit geste, mais qui m'a fait rendre compte que tout ce que j'ai fait, au final, ça a payé en fait. Et j'ai été invité là-bas parce que en fait, ils voulaient me remercier pour tout ce que j'avais offert à Dubaï, parce que mon contenu est très axé sur Dubaï et ça a fait amener beaucoup de familles vivre à Dubaï, beaucoup de touristes, etc. Et voilà, c'était leur façon à eux de me remercier. Donc voilà, c'était ultra important pour moi. Qu'est-ce que tu aimes à Dubaï? Ce que j'aime à Dubaï, c'est la vitesse de Dubaï. Tout se passe tellement vite. Oui, c'est vrai. Et tout se passe tellement vite. Et si tu es impatiente, c'est bien. Moi, je suis ultra impatient, donc j'aime bien ce rythme. Tu peux faire une tonne de choses en une journée. Travail et loisirs en même temps. J'aime beaucoup le fait que tu rencontres des gens tellement différents et de cultures différentes que t'as même plus besoin de voyager en fait. Et il y a très rarement une routine qui s'installe. Vraiment. Très rarement. Je pense que c'est les choses primordiales. Après, je peux continuer, hein. Il y a aussi l'aspect sécurité. T'as vraiment aucun danger à Dubaï. Enfin, t'as vraiment très peu de danger à Dubaï. Et je pense que inconsciemment, c'est plus sain de vivre dans une ville comme ça que dans une ville où t'as toujours peur qu'il se passe quelque chose, des agressions, des accidents, voilà.
Mais c'est déjà pas mal. Dubaï, c'est une histoire d'amour. Ouais. C'est une histoire d'amour pour moi, ouais. Parce que ça connecte mes deux cultures, voilà, et il y a aucune ville au monde qui peut offrir ça, avec cette excellence-là. À quoi ressemblent tes week-ends? Mes week-ends, alors ici les week-ends à Dubaï, pour les gens qui nous écoutent de France, c'est très particulier. Nos week-ends démarrent le vendredi et puis se terminent le samedi et on commence notre semaine le dimanche. Et ça va te prendre quelques années, toi, à t'y mettre. Ouais. Ça m'a pris quelques années. Mon week-end, le vendredi, ça commence très souvent avec un petit déjeuner avec la famille, à l'extérieur, sur une terrasse. Et puis, à notre aise, on prend notre café et il est midi. Je me dirige vers mes potes. Et là, le lunch, c'est avec mes potes. Mais très posé, très posé. On a fait les fous au début. On faisait la fête tous les week-ends, mais là c'est plus, on est vraiment relaxé. On prend du plaisir à déguster, à parler, puis un peu peut-être un petit FIFA, un petit Risk, un petit Monopoly. Rien de fou, vraiment, rien de fou. Parce que je veux pas trop me fatiguer pendant le week-end parce que j'ai un programme très chargé pendant la semaine, donc j'essaie aussi d'être un peu responsable. Si t'as quand même 2-3 adresses coup de cœur à nous citer. 2-3 adresses. Ou une. Il y a un café que je viens de découvrir récemment, le 515 Café, 515 Villa. D'accord. Non, je reformule, Villa 515. Ok. C'est vraiment une petite terrasse ultra charmante, romantique, très verte, et en fait c'est un mix entre une galerie de parfums et un café. Et c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Un autre coup de cœur, c'est vraiment le quartier Al Fahidi. Oui. Al Fahidi, c'est vraiment mon échappatoire. Quand j'ai besoin de vraiment respirer, je vais là-bas. C'est un ancien quartier émirati, un vrai quartier émirati où en fait c'est des très petites ruelles et c'est comme un labyrinthe. Et tu as des galeries, tu as le musée du café, tu as des petits magasins qui vendent des choses un peu à l'ancienne. C'est un quartier qui se transforme en espace artistique une fois par an. Ils font le Sika Art Fair et en fait là ils amènent des artistes de partout dans le monde et chaque petite maison devient une galerie pour cet artiste-là. Et j'invite vraiment les gens à découvrir ce quartier-là et voir. Je pense que c'est en mars qu'ils font le Sika Art Fair. C'est vraiment ultra intéressant. Ah oui, on le fera parce que c'était le Covid l'année dernière. Ouais, ils l'ont pas fait. Pas fait, mais je pense qu'ils vont le faire cette année. Ouais, on verra bien. Et j'ai une toute dernière question pour mes auditeurs. Déjà ? Et tes auditeurs. Si tu devais dire quelque chose à ceux qui nous écoutent et qui rêvent de s'expatrier à Dubaï, un conseil, quel qu'il soit. Un conseil, moi je dirais, je veux pas dire de bêtises, parce que moi j'étais chanceux de venir et mon papa avait déjà l'appartement, la voiture, etc. Je pense faire énormément de recherches pour trouver un travail avant d'arriver ici. Et franchement, si une fois que vous avez un travail, juste venez. Juste venez et y a pas de danger, y a rien à craindre. Faut juste être ultra responsable à Dubaï parce que la vie coûte cher. Et faut être vraiment ambitieux et ne pas avoir peur de la pression parce que quand tu viens dans une ville comme Dubaï, c'est vraiment, ça te forge. Je pense comme Paris, comme New York, c'est des villes un peu brutes où tu dois vraiment créer un personnage fort, puissant pour pouvoir continuer. Parce que c'est beau Dubaï, mais une fois que tu y travailles, tu dois vraiment être avoir la vision claire, en tout cas. Franchement, moi j'ai hâte que des gens viennent à Dubaï, qui viennent découvrir, parce que c'est vraiment une expérience énorme. Ça te change. Et c'est très difficile de l'expliquer. C'est beaucoup plus facile de le vivre et de s'en apercevoir. C'est peut-être pas facile, ça dépend d'où ces gens-là vont venir, mais c'est un changement énorme. Du coup, pour moi, c'était un changement énorme de comparer la Belgique aux Émirats. Et
Et par moments, je me dis qu'est-ce que je faisais en Belgique en fait, parce que la vie est 10 fois plus lente en Belgique qu'ici, donc tu apprends 10 fois moins vite, tu rencontres 10 fois moins de gens, tu évolues 10 fois moins vite, et j'ai aussi découvert mon rêve ici. Mon rêve n'était jamais de devenir connu ou de devenir comédien ou acteur. Donc ce sont des villes qui te permettent de découvrir peut-être des talents que tu ne savais pas que tu avais. Donc voilà, faites vos recherches, venez peut-être 2-3 fois en vacances. Quand vous venez en vacances, prenez un jour ou deux pour faire des job interviews, et tissez-vous un cercle avant de venir ici ou en venant ici, parce que sans cercle, c'est très chaud à Dubaï. Et voilà. Je pense que elle est faite aussi pour accueillir des gens, Dubaï. Donc tout est prêt pour accueillir des gens et pour que tout roule très vite. Et voilà. Merci beaucoup, Loïc. Merci, Laura.